que deviennent les réfugiés ukrainiens en Russie? Un chiffre ce soir, c'est la vice-première ministre ukrainienne qui le donne. Elle affirme que près de 460 000 de ses concitoyens ont été déportés vers la Russie. Ce phénomène-là d'Ukrainiens emmenés contre leur gré en Russie a été confirmé par le porte-parole du Pentagone aujourd'hui. Écoutez. Nous disposons d'indications selon lesquelles les Ukrainiens sont emmenés contre leur gré en Russie. C'est inadmissible, ce n'est pas le comportement d'une puissance responsable. Et c'est le signe que Vladimir Poutine n'acceptera pas et ne respectera pas la souveraineté ukrainienne. Alla Poedi, vous êtes ukrainienne, je le rappelle, vous êtes en liaison quotidienne, permanente avec des Ukrainiens qui vous informent, pas forcément la voix officielle d'ailleurs. Ce phénomène des Ukrainiens qui auraient choisi de quitter l'Ukraine, les territoires en guerre, pour se protéger leurs enfants, et qui auraient choisi d'aller en Russie, et dont on n'a pas de nouvelles, ce phénomène-là, vous nous en parlez ici même depuis des jours et des semaines. Quelles sont les informations dont vous disposez sur ces gens qui ont fui les théâtres de guerre, qui sont allés en Russie et dont on n'a plus de nouvelles ? Oui, même on ne peut pas dire qu'ils sont allés en Russie, on les a amenés en Russie. Et depuis le début de la guerre, depuis déjà le début des événements, surtout à l'est de l'Ukraine, on sait que ces personnes, il y a les Ukrainiens tout simplement, qui sont, au début, ils étaient invités gentiment pour aller peut-être se reposer, se cacher de ces bombardements. Finalement, ils ont compris qu'ils ne pourront jamais revenir parce que les passeports sont confisqués de suite. Et là, depuis le dernier mois, ce processus de kidnapping, pour moi, c'est un vrai processus de kidnapping de la population, surtout des femmes, des enfants, beaucoup d'enfants qu'on kidnappe carrément dans les familles. C'est-à-dire les parents sont bien en vie, mais on vient, on récupère l'enfant et on l'amène en Russie. Ça, ce sont des cas documentés qui sont bien suivis. Sauf qu'après ce qui se passe en Russie, on n'a pas de nouvelles. On n'a plus de nouvelles ou on reçoit des nouvelles et on sait que, par exemple, il y a eu plusieurs camps de filtration au camp de travail où ces Ukrainiens sont amenés, qui travaillent de force, qu'ils n'ont plus aucun droit, ils n'ont plus leurs documents, ils n'ont plus les vêtements, ils n'ont rien du tout. On les nourrit avec aussi les choses, il n'y a pas d'organisation alimentaire. Et même on sait qu'il y a plusieurs convois des Ukrainiens comme ça qui sont partis à l'extrême est de la Russie, vers le Dalny Vostok, vraiment au bout de la terre russe. Et qui après la Sibérie. Après la Sibérie, vers Vladivostok et plus loin, et ils sont là-bas et on reçoit l'information qu'ils n'ont rien, c'est-à-dire ils vivent dans des endroits, une sorte de création en bois, sans chauffage, sans électricité. On ne les nourrit presque pas, on leur dit cherchez vous-même, débrouillez vous-même. Ils n'ont même pas de vêtements, etc. Et quel est l'intérêt pour les Russes? Ils punissent ceux qui ont montré des signes de soutien il y a plusieurs choses envers l'Ukraine. D'un côté, ils punissent... Alors, comment savez-vous cela? Quelles sont vos sources? Comment vous avez pu glaner ces informations? Oui, ces informations, ce n'est pas des informations, comment dire, très secrètes, parce que ça filtre. On reçoit, il y a les télégrammes, le télégramme canal, où on peut voir ces informations, on peut lire, on reçoit quelques photos aussi de ces personnes qui arrivent à aussi communiquer, qui arrivent peut-être à trouver les moyens de communication. Et on sait que aujourd'hui, le problème que les Russes, comme ils falsifient tout, ils disent que ce sont des gens qui sont portés volontaires. Donc, comme ils sont volontaires, on ne peut pas faire le forcing pour les faire revenir parce que on les fait signer des papiers de force et on le sait. Donc finalement, les Ukrainiens se retrouvent dans une situation assez complexe. Et il y a la Croix-Rouge, par exemple, qui a créé aussi les points de contact, de recherche éventuelle de ces personnes en Russie, ce qui a été reproché aussi beaucoup à la Croix-Rouge. On les a même accusés de la collaboration avec les Russes. Mais je pense que ce sont des choses nécessaires parce que ça permet au moins d'avoir quelques contacts avec ces Ukrainiens sur place et qui peut-être trouver les liens surtout avec les enfants kidnappés. Combien d'Ukrainiens ont quitté donc l'Ukraine et sont aujourd'hui sur le sol russe? C'est la vice-première ministre ukrainienne, je redonne ce chiffre, qui a annoncé ce soir. Elle affirme que près de 460 000 Ukrainiens ont été déportés vers la Russie. Et dont la moitié des enfants.
Dans la moitié On des parle enfants. de la moitié des enfants qui sont de force accueillis dans les familles russes pour les russifier. On les fait apprendre la langue russe. On etc. se souvient aussi, on a vu d'ailleurs ces images, ces reportages au moment de l'évacuation des premiers civils de l'usine d'Azovstal. Plutôt que d'aller directement vers Zaporijjia, qui était à 250 km, ils ont fait tout un parcours. On les a emmenés vers l'est, dans ces fameux camps de filtration. Et écoutez le témoignage de ce RH de l'usine d'Azovstal qui le dit. Certains des civils ne sont jamais revenus vers Zaporijjia. Sous-entendu, ils sont restés en Russie, dans ces camps de filtration. Écoutez-le. Une partie des gens n'ont pas réussi à franchir cette étape de filtration et n'ont pas pu arriver jusqu'à Zaporijjia. Nous avons les informations sur au moins un de nos collègues d'Azovstal qui a subi des tortures avec des tasers. Il a été par la suite hospitalisé et je ne donnerai pas plus d'informations sur cette personne pour assurer sa sécurité, mais voilà ce que font les soldats russes. Ils essaient d'extorquer aux civils évacués n'importe quelle information qui pourrait leur être utile pour vaincre les soldats ukrainiens. Il y avait aussi un cas qui a été signalé par le bataillon Azov, le dernier convoi humanitaire qui a permis d'évacuer les dernières personnes qui étaient à l'usine Azov. Donc, il y avait une maman avec sa fille de 4 ans et ils sont passés par ce camp de filtration en Russie et finalement, ils ont gardé la maman. Et la petite fille qui était renvoyée et qui s'est retrouvée en Ukraine sans parents, sans rien du tout. Elle s'est retrouvée orpheline. Elle a pu arriver parce que bon, il y avait les autres personnes qui étaient déplacées qui l'ont gardée. Mais la maman, on ne sait pas où elle est passée. On n'a plus aucune nouvelle. Elle a disparu. Et ça, ce sont des choses très courantes. Et pour les Ukrainiens, c'est vraiment les crimes contre l'humanité. Vous qui avez suivi, Didier François, les troupes russes sur bien des conflits ces dernières décennies, est-ce que ce genre de pratique, c'est monnaie courante chez les Russes, c'est-à-dire déplacer des populations, les envoyer... Bon, j'imagine quand ils étaient en Syrie, ils ne prenaient pas des Syriens pour les envoyer en Russie. Si Non, pas en Russie, mais ils les envoient à Idlib. C'est ce qu'ils ont fait en permanence. C'est-à-dire que, regardez, à Homs, à Alep, à chaque fois, ils bombardent la ville, ils ouvrent soi-disant des couloirs humanitaires et ils les déplacent vers d'autres parties de la Syrie, entre autres, par exemple, dans la zone d'Idlib, qui est une zone sous contrôle des djihadistes sur la frontière turque. Donc, le déplacement de population comme arme de guerre depuis l'Union soviétique a toujours existé, pardon, excusez-moi, j'en perds mon français. Mais donc c'est en fait déplacer les populations pour eux. Enfin, en Tchétchénie, par exemple, il y avait, on sait bien que les clans tchétchènes du nord de la Terek, qui est la rivière qui coupe la Tchétchénie en deux, étaient plutôt plus favorables au pouvoir russe que les montagnards du sud. Et très régulièrement, pareil, il y avait des tentatives de transbordement de gens venant de villages ou cosaques ou tchétchènes du nord de la Terek sur des zones prises au sud, du côté de Rankalag ou d'Hermès, etc., pour remplacer les populations locales. Alors, bon, sans parler que les Tchétchènes qui, après la Deuxième Guerre mondiale, avaient tous été envoyés au Kazakhstan de manière absolument massive, puisque l'ensemble de la population avait été déplacée. Donc, les déplacements de population n'ont jamais visiblement posé de problème particulier. C'est même d'ailleurs, effectivement, historiquement, ça a d'ailleurs été valable également, là je parle sous le contrôle d'Allah, de la Russie vers l'Ukraine. C'est aussi pour ça qu'il y a tant d'Ukrainiens qui ont des parents en Russie, parce qu'il y a eu, souvent de façon imposée, des déplacements de population pour D'ailleurs, même Sergueï, même le goulag, c'était pas un environnement concentrationnaire type Troisième Reich, c'était très souvent des déplacements de population vers des camps de travail à l'intérieur desquels il y avait des habitations. Dans ces habitations, dans certains cas, on trouvait papa, maman et les enfants, et parfois... séparés, parfois les papas dans un endroit, les mamans dans un autre, les enfants dans le troisième, mais sous Beria, le goulag était le premier employeur de l'Union soviétique. Oui, voilà. C'était on reconstituait à l'est des villes, parfois. À l'est, au nord, au sud. En fait, il n'y avait pas qu'en Sibérie. Hein. Vous avez des camps au Kazakhstan, vous avez des camps aussi au nord de Russie. Il s'agissait de repeupler des zones désertes. D'organiser. En fait, les camps le goulag, c'est tout simple. C'est pouvoir exploiter les gens sans les payer.
Point barre. C'est le travail forcé. C'est le travail C'est forcé. l'esclavage, c'est l'esclavage. C'est le travail forcé. Et donc, Voilà. 460 000. Il était le premier employeur. D'ailleurs, pour finir avec ce passé soviétique, Là où il y a des on besoins. va peut-être mentionner que président Kravchuk, Léonid Kravchuk, Et oui, dernière information. le premier président de l'Ukraine après la dislocation de l'Union soviétique est mort ce soir. C'est lui, d'ailleurs, avec Yeltsin et Shushkevich, qui ont signé les accords de Bélovégier, qui ont permis, en fait, la dislocation du URSS. Ouais. Donc, c'est une époque qui se ferme. Donc Léonid Kravchuk, le premier président de l'Ukraine libre après la chute du mur, est donc mort ce soir, à l'âge, me semble-t-il, de 88 ans. 88 ans. ouais. On va retourner un petit